Monsieur l'administrateur, monsieur le recteur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, vos titres et qualités, je remercie vivement la Fondation Franqui de m'avoir invité cette année, aux collègues et amis de Louvain et à tous, tous les collègues belges de m'avoir fait l'honneur de m'attribuer cette chaire. Alors, je commence tout de suite cette leçon inaugurale qui porte, vous l'avez vu déjà, sur le film de Michelangelo Antonioni, Blow Up. C'est un film assez connu. On l'a fait tourner un peu avant le début de l'événement pour rafraîchir un peu la mémoire. Je fais un pas en plus. Vous vous rappelez l'intrigue de ce film, film en couleur évidemment, tourne autour d'une série de photos noir et blanc que Thomas, c'est le nom du photographe, prend en se promenant un matin dans un jardin londonien. En les développant et en les agrandissant, il découvre un crime. Les photos sont volées et l'agrandissement répété et extrême du seul cliché ayant échappé au cambriolage aboutit à une image abstraite, au flou absolu, à l'incertitude parfaite. Voilà le résumé, le plot de ce film culte, film centré sur le leurre de l'image, sur les pièges de la représentation. Film sur la représentation, Blow Up, et c'est ma thèse, est aussi, et pas dans une moindre mesure, un film sur l'interprétation. Le message final du film est décourageant mais lucide. L'image ne se laisse pas pénétrer jusqu'à ses derniers secrets. À l'horizon ou bien dans les profondeurs de l'image se trouve l'indéfini, l'indéfinissable, le vague, le creux, le manque, le vide. L'analyse de ce film engendre chez l'interprète un effet de miroir avec le discours que le film lui-même propose. Prendre le risque de déconstruire un tel film s'avère néanmoins fascinant et utile dans la mesure où cette démarche se propose non pas seulement en tant que pur exercice herméneutique, mais plutôt comme réflexion autour de la zone sensible où représentation et interprétation se touchent en mettant à nu leurs limites. Blow Up est un récit d'images. Thomas, fatigué après une nuit passée dans une salle, dans un asile de sans-abri, où il s'était adonné en cachette à la photographie dite sociale, se promène dans un jardin, attiré par son verre reposant et par le gazouillement des oiseaux. Presque automatiquement, il appuie sur le déclencheur de sa caméra en tirant quelques clichés. Ce sont, pour ainsi dire, des paysages, l'apparition d'un couple d'amoureux, elle, belle et jeune, lui distingué et grisonnant, et la curiosité grandissante du photographe transforme le paysage en un paysage à figure. Et tout de suite après, dans une histoire. Dans cette histoire, le photographe fait depuis le début partie en y intégrant en égale mesure son outil de travail. Les racines de ce discours d'inclusion plongent très loin dans l'histoire de la représentation, notamment dans la préhistoire même de la démarche photographique. Les avatars de la caméra obscura avaient conduit au XVIIe siècle déjà à la création des dispositifs ambulants intégratifs, le plus connu entre tous étant probablement un instrument of use to take a draught of picture and anything. La réalisation de cette caméra obscura mobile, théorisée par Robert Hooke en 1694, ouvrait déjà une forte dichotomie au sein du paradigme de la vision perspective monoculaire à cadre fixe, tel que le régime scopique de la première modernité l'avait cristallisé. Tout comme le preneur de vue anonyme de Hooke, le héros d'Antonioni
fait corps commun avec son instrument, caméra, œil, tête, corps, forment tous ensemble un grand dispositif apte à capturer et fixer le réel. Si les premières questions concernant le sens du réel surgissent à peine sa capture accomplie, Thomas, qui est interprété par David Hemmings, comprend aux instants de la jeune femme, qui n'a pas de nom, mais est interprétée par Vanessa Redgrave, que son rouleau d'images renferme un secret. La réponse à ces questions sera le fruit d'un long et laborieux travail pendant lequel la représentation sera soumise à des tensions constantes. Comprendre le réel à travers sa représentation, voilà la lourde tâche que le photographe d'Antonioni assume. La première difficulté réside dans l'ambiguïté foncière de la capture photographique. La photo absorbe la surface du réel. Elle est un filtre, un voile, une pellicule, justement. Qu'est-ce que se trouve derrière? Son héros plonge dans la représentation, l'œil de la caméra scrute le réel, l'appareil le fige, le processus de développement et d'agrandissement le maintient, le travail d'interprétation creuse le sens de cette réalité manipulée. Mais le sens reste confus, voilé. Le paradoxe ne pourrait pas être plus puissant. En offrant la pellicule du réel, la représentation est transparente. En se résistant à la traversée, elle est opaque. La réflexion cinématographique d'Antonioni rencontre ainsi des questions déjà familières à l'imaginaire occidental, même si celui-ci les avait abordées essentiellement dans le cadre de la réflexion picturale et métapicturale. Parmi les artistes contemporains, c'est sans doute encore et toujours René Magritte, le maître incontesté de ce genre de paradoxe. Le tableau installé sur le chevalet et qui occupe le centre de la cascade déclare d'emblée son caractère mixte d'objets et d'images. Il entretient avec l'ensemble de la représentation un rapport complexe, fait de questions, condamnées à rester sans réponse. Parmi elles, la plus pressante est sans doute celle qui concerne le télescopage proposé par cette vue entourée d'un cadre jaune or face au feuillage qui lui sert de fond, car en dépit de la similitude, pour ainsi dire, botanique, entre figure et fond, l'une ne redouble pas l'autre. Le rapport n'est pas de continuité, mais de renversement. À travers le jeu de la représentation, le buisson semble être prêt à engloutir la lisière de laquelle il est lui-même l'objet. Même si elles sont rares, de telles expériences ne sont pas tout à fait étrangères à la tradition de la représentation classique. Lorsqu'elles sont abordées, elles attirent très souvent l'attention sur les rapports entre la matérialité du support et la virtualité de l'image. Ainsi, l'étrange tableau de Battista Agnolo del Moro, intitulé habituellement « La Sainte Famille dans un paysage », thématise une apparition-vision, celle de la Sainte Famille dans le ciel de Vérone. Un berger qui garde son troupeau en est le seul témoin, même s'il ne se laisse vraisemblablement pas trop impressionner. D'ailleurs, la vision est floue et incertaine, comme toute vision. Au premier abord, sa réalité est celle d'un artefact car la toile sur laquelle elle s'inscrit déclare, en s'enroulant sur elle-même, sa qualité de support pictural. La toile est un voile. Voilà ce que la représentation semble vouloir nous communiquer. Derrière la toile, derrière le voile, la brume se dissipe et la vision émerge comme si elle était vraiment là. Mais, on l'aura vite compris, tout n'est qu'illusion, tout n'est que peinture. Au premier plan de la représentation, vous le voyez, un cartellino en trompe-l'œil, ici, spécifie les coordonnées réelles de cet artefact. On peut y lire « Verona fatta nel monasterio Santo Angolo » et l'année 1581. Si dans la tradition, la réflexion sur les lèvres de la représentation s'est centrée d'une façon spécifique sur la médialité de la toile, du cadre et du tableau, dans la réflexion proposée par Antonioni, ce sera le médium photographique et cinématographique qui sera questionné. La recherche du sens sera poursuivie sur deux pistes. D'apparence technique, elles sont tous les deux
en essence profondément emblématique. Pour interpréter la représentation, le photographe d'Antonioni manipule les images en les mettant en série et en les agrandissant. La mise en série et l'agrandissement extrême offrent un récit et par là une surenchère de l'histoire. En mettant les photos en série, Thomas refait ou essaie de refaire l'histoire à laquelle il s'était confronté le matin même. Mais on le sait bien, le récit n'est pas l'histoire. Et si la série bricolée par Thomas s'avère problématique, la raison ne réside pas seulement dans la puissance des blancs qui séparent une image de l'autre, un shooting de l'autre, et que Thomas essaie de combler, son accrochage ainsi que le regard scrutateur auquel la série sera soumise nie les blancs ou veut le nier, en recherchant une continuité qui se veut linéaire. Si malgré cela le mystère ne se révèle pas, c'est justement à cause de l'intrusion de l'instance observatrice dans l'objet de l'observation. L'aveuglement par approchement est un thème que l'histoire de l'art connaissait depuis longtemps et que l'art du XXe siècle n'avait pas du tout oublié. Encore une fois, Magritte serait nécessaire, serait éclaircissant dans ce cas. Dans l'imaginaire d'Antonioni, cette intrusion est signalisée emblématiquement par l'ombre portrait, vous la voyez, de Thomas sur l'image du lieu du délit, tout en se rapportant avec le langage spécifique de l'image à l'un des grands problèmes de l'épistémologie du XXe siècle, résumé dans ce qu'on désigne habituellement sous le nom de principe d'indétermination ou de relation d'incertitude. La relation d'incertitude, énoncée pour la première fois dans les années 20 du XXe siècle par Werner Heisenberg, dans le contexte des premiers balbutiements de la mécanique quantique, dit, en très grande ligne, que la simple présence de l'observateur d'un phénomène empêche la connaissance exacte de ce phénomène. Celle-ci est toujours troublée, unbestimmt, toujours incertaine, unsicher. Le film d'Antonioni se propose au niveau d'une réflexion sur la représentation et probablement d'une manière tout à fait non intentionnelle, comme illustration artistique de ce principe, l'agir de Thomas recouvrant par là des traits d'une parabole. La ténacité du photographe est constante et se concrétise à travers plusieurs actions complémentaires. Là où son œil s'avère insuffisant en tant qu'instrument de connaissance, il fait intervenir des appareillages appropriés. Le premier, vous le voyez, vous vous rappelez, est la loupe. Le second, le doigt. Mais en essence, doigt et loupe, ou loupe et doigt, travaillent ensemble en tant que prolongement, voire prothèse de l'œil. Le thème est encore une fois ancien et vise la complémentarité de la vue et du toucher. Pour comprendre sa reprise filmique, il faut tenir compte tant de son histoire que de ses premières mises en image significatives, en remontant, ce que j'essaie de faire, jusqu'au traité de l'homme de René Descartes de 1648, qui illustre la convergence des deux sens dans le sens commun. Pour la première philosophie de l'ère moderne, le tact n'est pas seulement le modèle de la vue, mais aussi celui des sens, et maintenant je cite Descartes, celui des sens qu'on estime le moins trompeur. La gravure, répétée à plusieurs reprises dans les écrits de Descartes, que vous voyez à l'écran, offre en image la suggestion selon laquelle vue et toucher, plus que complémentaires, sont presque réversibles, car d'une certaine manière, la main voit et l'œil tâte. Le contrôle de la vue par le toucher ressurgit en blow-up au niveau de l'intrigue photographique et cinématographique, d'une façon qui n'est pas très éloignée de celle qui, dans la pensée traditionnelle, approchait le problème de la preuve de vérité. Faut-il voir pour croire? Et si la vue est insuffisante, faut-il, afin de s'assurer ou afin de croire, toucher? La question est théologique, et le passage évangélique de l'incrédulité de Thomas et la riche iconographie qui s'y rapporte illustrent à profusion les enjeux de cette double question. Je cite, passage bien connu, Jean 20, 27, « Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté,
et ne soit pas incrédule, mais croyant. Dans les exemples extrêmes, le doute est soumis à une mise en scène dramatique centrée sur la convergence des deux sens. Ainsi, le célèbre tableau du Caravage, que je montre, fait voir les apôtres et le Christ lui-même plongeant leurs yeux dans la plaie ouverte. Là où le regard n'aboutit pas, le doigt de l'incrédule, conduit par la main ferme du Christ, s'enfonce pour tâter la réalité du prodige de la chair ressurgie. On aura sans doute beau à se demander si le prénom qu'Antonioni a bien voulu donner à son héros, le photographe en quête de vérité, Thomas, est dû au pur hasard ou non. Ce simple prénom dépourvu tant dans le film que dans le casting de tout patronymique, il est toujours seulement Thomas, peut être bien sûr une pure coïncidence, mais une de ces coïncidences qui jaillissent de l'inconscient en recouvrant par là une valeur symbolique. Thomas, donc, le héros de Blow Up, veut tâter, à travers le filtre de l'image, la chair du visible. Vaine entreprise, sans doute. Après un premier tâtonnement, il continue sur deux pistes qui lui sont congéniales en tant que photographe et, faut-il le dire sans détour, en tant qu'alter ego du réalisateur cinématographique Antonioni lui-même, le dit d'ailleurs sans détour dans un des entretiens. Je cite Antonioni: « Je suis arrivé à connaître la réalité en la photographiant lorsque j'ai commencé à la saisir avec la caméra, un peu comme dans Blow Up. C'est dans ce sens, je pense, qu'il s'agit de mon film le plus autobiographique. » Les études sur Blow Up, à leur tour, très souvent souligné le fait que c'est dans le contexte de la tension qui s'établit entre photographie et cinéma que le rapport entre image et récit, tel que ce film le thématise, devient significatif. Ce que Thomas essaie de faire, avant tout, est de reconstituer à travers des images statiques un film. Ainsi, devant le plan américain montrant une Vanessa Redgrave effrayée dans les bras de son amant, il se pose des questions quant à la dynamique de ce regard. Qu'est-ce qui effraie la jeune femme en la forçant de regarder hors cadre? La réponse se trouve en off et pose d'emblée un problème spécifique de l'esthétique cinématographique. Dans son bref mais dense essai intitulé « Qu'est-ce que le cinéma ?» de 1958, André Bazin avait postulé l'une des différences essentielles entre la composition picturale, fondamentalement centripète, dit-il, et la composition cinématographique, fondamentalement centrifuge. On peut sans doute nuancer aujourd'hui cette trop tranchante distinction qui s'adapte bien à la tradition picturale de l'image en perspective, ça sans doute, et qui survit jusqu'au Caravage, pour être néanmoins tout de suite remise en question par le grand peintre italien lui-même, par le Caravage et par ses successeurs. On remarquera ainsi que certains cadrages proposés par une Artemisia Gentileschi, pour donner seulement un exemple, sont dans le sens de la distinction d'André Bazin des cadrages plutôt cinématographiques, ou pour être plus précis, anachroniquement cinématographiques. Dans les tableaux représentant Judith et sa servante, la composition n'est pas de centre, la composition n'a pas de centre, le champ n'a pas de profondeur, et le récit se dirige vers un hors-cadre possédant une force magnétique qui fait en sorte que les deux personnages sont fortement absorbés par le off. De la même manière, certaines instantanées de Thomas, et notamment celles qui déclenchent son questionnement et sa détection, sont des photographies cinématographiques qui révèlent leur secret seulement par recours à la série. Considérez sur cet aspect la mise en scène de l'intrigue photographique réalisée par Antonioni est spécifiquement cinématographique. Chaque style renvoie à un autre, et l'objet du regard de Vanessa Redgrave se trouve dans une autre photo. En l'identifiant, Thomas se confronte d'emblée au défi de la visibilité minimum, car la photo en cause montre une clôture, un buisson épais, une ombre profonde.
Thomas va accrocher cette photo sur le mur blanc à côté de celle montrant l'embrassade frustrée des deux amants et va promener de façon réitérée son regard de droite à gauche et de gauche à droite en quête d'une évidence. L'interrogation narrative des images n'aboutit pourtant pas. Une seconde action emblématique s'enchaîne, celle de l'agrandissement photographique. L'agrandissement défie la clôture, pénètre dans le buisson et laisse plonger l'œil dans l'ombre. Il déchire en même temps le tissu photographique en créant du contraste noir et blanc le fantasme d'un pistolet dirigé vers le couple. À quel niveau de réalité appartient ce spectre? Est-il ou fut-il vraiment là, ou bien est-il le résultat d'un leurre, un caprice du grain photographique qui, en se désintégrant, récompose l'apparence d'un objet créé et crée une image, mais rien de plus? L'incertitude quant à l'arme du délit ressurgit dans le cas du corps du délit, c'est-à-dire dans le cas de l'élément essentiel de toute enquête criminelle. Qu'est-ce que donc cette forme informe? Et dans une autre photo, s'entrevoit la racine d'un arbre, à moitié caché par un buisson. S'agit-il du cadavre de l'homme grissonnant? Dans les deux occurrences, celle de l'arme et celle du corps du délit, la quête soumet l'image à des agrandissements aussi profonds que la structure perd tout support référentiel. Le médium éclate, blows up, ce qui en reste n'est qu'une fine poussière. La plus ancienne théorie de la représentation figurative occidentale, celle exposée par Léon Baptiste Alberti dans son De Pictura, 1435-36, se fonde, je le rappelle, sur deux piliers. L'un est la perspective ou prospective, à l'autre le récit, historia, storia. Le récit, dit Alberti, est formé par des corps, les corps par des membres, les membres par des surfaces, les surfaces par des lignes et les lignes par des points. Le point, conclut-il, est un signe visible, mais indivisible. Il est début et fin de la représentation et gouverne également la construction perspective. La perspective visualise le récit et s'organise en fonction d'un point central qui ramasse toutes les lignes de fuite. Dans la tradition italienne de ce texte fondateur, le point central de l'image, il punto, dans le texte italien, il y a deux, il y a une version latine, une version italienne. Dans le texte italien, ce point central de l'image, il punto, se trouve en dialogue avec le point optique, sommet de la pyramide visuelle dont la place est l'œil du spectateur. Par un caprice de la langue italienne ou par un jeu de mots que le texte d'Alberti libère, ce point optique, sommet de la pyramide visuelle, porte le nom de punta. Alors, je cite dans une traduction approximative française, la pyramide est la figure d'un corps à partir de la base duquel toutes les lignes droites tirées vers le haut se rejoignent en un seul point. La base de la pyramide est la surface vue. Les côtés de la pyramide sont ces rayons visuels qu'on appelle extérieurs. La pointe de la pyramide, la punta de la piramide, a son siège dans l'œil, sta dentro all'occhio. On n'insistera jamais assez sur le caractère spéculaire de la relation punto-punta, comme on n'insistera jamais assez sur la parfaite concordance des éléments constitutifs de la perspective, corps, surface, ligne, point, et du récit, point, ligne, surface, corps. Tant la construction legittima que la storia sont des constructions imaginaires que les deux convergent dans un point. Un peu plus tard, d'autres auteurs exprimeront avec force le degré d'irréalité de la construction perspective, à partir notamment du point, Piero della Francesca, est le plus poétique, mais aussi le plus sibyllin d'entre eux. Je cite Piero della Francesca, peintre célèbre, mais aussi auteur d'un traité sur la perspective. Je dois le citer premièrement en italien. Punto è la cui parte non è, secondo i geometri dicono essere immaginativo. En traduction approximative, le point est ce qui n'a pas de partie et que les géomètres désignent comme tenant de l'imaginaire, ou peut-être mieux, mais toujours approximativement, le point est, mais ses parties non,
fait pour lequel il est, selon les géomètres, de l'ordre de l'imaginaire. Plus que chez Alberti, le point de Piola Francesca est une figure d'égalité, un rien. Les historiens des sciences ont depuis longtemps attiré l'attention sur les implications sémiotiques et épistémologiques de la nouvelle conception de l'image perspective albertienne et post-albertienne qui organise la représentation à partir d'un rien. C'est Brian Rothman qui, dans son livre classique consacré à la sémiotique du zéro, en a fait, pour ainsi dire, le point. Et je dois donner une longue citation de ce livre fondamental. Brian Rothman. Ce qui est exceptionnel à propos du point de fuite par rapport à d'autres emplacements à l'intérieur de l'image est son caractère dual et sémiotique. Comme le zéro, il joue un double rôle très spécifique. Intérieurement, en tant que signe parmi d'autres signes, il agit comme un signe représentatif sur le même plan que tel d'autres signes. En conséquence, comme eux, il représente un emplacement définitif à l'intérieur d'une scène réelle et physique observée à travers le cadre d'une fenêtre. Peut-être rappeler l'image antérieure, ce serait ici utile. Donc, en conséquence, comme eux, il représente un emplacement définitif à l'intérieur d'une scène réelle et physique observée à travers le cadre d'une fenêtre. Un emplacement qui, en étant infinitément loin dans la distance, est pourtant inoccupable par une personne ou un objet physique. Extérieurement, le point de fuite entretient un rapport métalinguistique avec ces signes, étant donné que sa fonction est de les organiser dans une image cohérente et unifiée. Sa signification, en d'autres termes, ne peut être qu'extraite du processus sa signification, en d'autres termes, ne peut qu'être extraite du processus de représentation lui-même, de la façon dont l'acte original, subjectif d'observer, est représenté à travers les règles de la perspective en tant qu'image adressée à un spectateur. On peut observer comment le point de fuite fonctionne en tant qu'un zéro visuel, c'est la thèse de Brian Rothman, facilitant la génération d'une infinité d'images, perspectives, tout comme le zéro génère un infini de chiffres hindous. Et simplement de la même manière que le zéro fait le lien entre deux différentes subjectivités, facilitant la transition du gestuel au sujet graphique, le point de fuite ambigu entre son sens linguistique de signe interne et son sens externe, métalinguistique, offre au spectateur la possibilité de devenir momentanément, à travers l'expérience, l'actiste. En regardant d'un seul œil, à partir d'un certain point sur le rayon centrique, la ligne traversant le point de fuite perpendiculairement au plan du tableau, le spectateur peut se représenter le regard et la peinture monoculaire de l'artiste à partir de ce qu'il imagine être le point de vue correspondant à l'intérieur de la ligne d'horizon, qui est en fait le point auquel il fait face sur l'horizon de la scène qu'il dépeint devenant le repère de la ligne d'horizon. Le spectateur voit du point de vue de l'artiste. Jusqu'ici, cette longue citation qui a été quand même, il me semble, nécessaire. La relation spéculaire, fondamentale aux origines de la représentation occidentale, réémerge dans les créations cinématographiques à substrat autoréflexif. Ainsi, tout spectateur peut s'identifier à son gré à un autre héros d'un autre film culte, Jeff, le héros. Pardon. Voilà. Le héros de Fenêtre sur cour, le film culte de Hitchcock, ou bien à Thomas, le personnage principal de Blow Up. Ces deux photographes se confrontent chacun à leur tour et chacun à sa manière avec un point de fuite, avec un vanishing point, ici un style du film de Hitchcock, habilement mis en scène par le réalisateur. Chez Hitchcock,
L'héritage albertien de l'opération est plus facile à percevoir grâce surtout à la reprise déclarée du motif de la fenêtre. Mais la présence du point de fuite est due au nouveau médium artistique en question, est métaphorique et fuyante. Hitchcock se plaît néanmoins de jouer plusieurs fois avec ce vanishing point cinématographique, et notamment dans la séquence mémorable où Jeff scrute depuis la distance à laquelle son immobilité l'a condamné, l'aberrance du mur opaque d'en face. Dans cette séquence, au centre de la fenêtre, plongée dans l'obscurité totale, flotte, j'espère que vous le voyez, la pointe brûlante d'une cigarette. C'est la cigarette de l'assassin aux aguets. Il s'agit, comme il se doit, d'une séquence brévissime mais essentielle, mise en scène ironique s'il est du point de fuite. Thomas, quant à lui, suit le chemin des rapprochements maximum. La loupe d'agrandissement est, dans Blow Up, l'objet emblématique d'une quête obstinée du détail révélateur qui s'éloigne et se réduit à mesure que le rapprochement devient plus insistant jusqu'à s'évanouir. La confrontation avec l'infinité, avec l'unité infinitésimale est ancienne et s'arrêter un moment sur son histoire pourrait s'avérer instructif. Robert Hooke, le même scientifique qui fut l'inventeur de l'instrument capable de capturer l'image de toute chose que je montrais au début de cette conférence, Robert Hooke donc est considéré dans l'histoire comme le premier théoricien important du microscope. En présentant cette invention à la Royal Society en 1665, il tient à assurer son audience que le microscope offrait finalement la possibilité de pénétrer les mystères du microcosme de la même façon que l'invention du télescope en avait ouvert les arcanes du macrocosme. Manié par, je cite, une main sincère et par un œil honnête, dit-il, le microscope pouvait examiner et enregistrer, c'est encore une fois une citation, examiner et enregistrer les choses mêmes telles qu'elles apparaissent. Fin de la citation. Le premier chapitre de son mémoire est un merveilleux texte sur ce qu'on pourrait appeler le désenchantement microscopique et sur la façon dont la nouvelle découverte se proposait de reformuler sur de nouvelles bases le rapport entre apparence et vérité. Au centre de ces considérations se trouve l'entité graphique minimum, le point. Le choix de Hooke ne pourrait être plus significatif, car il opère, en effet, un profond déplacement sémiologique dans la mesure où le point n'est pas une chose, mais un signe. L'intérêt du premier chapitre de la Micrographia consiste en grande partie dans le fait qu'il propose une considération alternative du signe en tant que chose et de la chose en tant que signe. Qu'est-ce qu'un point en fin de compte, se demande l'auteur. Pour répondre à cette question, Foucault donne deux exemples. Le premier concerne ce que jusqu'à la découverte du microscope aurait pu passer comme l'illustration parfaite de l'élément infinitésimal, la pointe d'une aiguille. Hooke la désigne alternativement comme the point of the sharp small needle et ou comme the top of a small and very sharp needle. Au microscope, démontre Hooke, ce pointe, qu'il désigne par point ou top, se révèle être un objet plein d'irrégularité et aspérité, comme un objet ayant un corps. Le second exemple donné par Hooke concerne le point graphique, le petit signe typographique placé à la fin d'une phrase. Ce signe minimal est vu au microscope, donc si on regarde un point sur une feuille de papier au microscope, et une surface de papier couverte d'encre, un jeu d'ombre et de lumière. Le passage est mémorable et je voudrais donner encore une fois une citation assez longue pour laquelle je m'excuse d'emblée. C'est maintenant Hooke qui parle. Mais pour en revenir au point, dit Hooke,
Ces irrégularités sont causées par 3 ou 4 coadjutors. Le premier est la surface irrégulière du papier qui au mieux n'apparaît pas plus lisse lorsqu'un bout de chiffon est limé, puis les irrégularités ou type de gravure, et le troisième est l'âpre daubing de l'encre à l'imprimerie qui, déposée sur l'instrument, crée l'impression, auquel il faut ajouter la variation engendrée par différentes ombres et lumières. Et vous pourriez avoir suffisamment de raisons pour deviner qu'un point puisse apparaître beaucoup plus laid que cela, comme je l'ai présenté ici, qu'il apparaît gris, cependant qu'en microscope, comme une grosse éclaboussure de saleté londonienne, dit-il, d'environ 3 inches de large. Cependant, à l'œil nu, il était noir, et pas plus grand alors que le milieu du cercle. Eussent pu trouver dans l'espace de cette gravure, pour y insérer un O, vous auriez vu que les lettres n'y étaient pas moins distinctes que les points de distinction, ni que le cercle dessinait plus précisément, ainsi que nous avons donc démontré qu'un point est un point. Citation assez difficile et longue, que je voudrais maintenant interpréter brièvement. On n'insistera jamais assez sur le fait que Mycographia, l'écrit duquel je viens de citer, est avant tout un livre, c'est-à-dire un médium d'exposition et de partage de savoir à travers la lettre imprimée, secondé en ce cas spécifique par des gravures d'accompagnement. Dans Mycographia, texte et gravure ont pour but d'expliquer une vue, la vue microscopique. La façon dont Fouquet introduit et déploie ces deux premiers exemples sont dans ce contexte hautement significatifs. Le texte raconte et la gravure montre. Cette dernière, donc la gravure, se plie, tout comme le texte d'ailleurs, aux servitudes de la page typographique. L'illustration reprend, faut-il croire, ce que le microscope révèle, mais le fait dans les limites d'une rondelle. Représentation graphique de la lentille d'agrandissement incluse à son tour dans celle d'une page typographique. L'exhibition de la vue microscopique est donc le résultat d'un double agrandissement et d'un double fixage, celui de la lentille et celui de la page. À la lumière de cela, le second exemple de Fouquet se déclare comme hautement significatif, car il met en scène l'agrandissement du point dans son hypostase d'éléments typographiques minimum. Par là, l'objet de la microscopie est, au niveau infinitésimal, le médium lui-même, et le signe typographique minimum se révèle être à la rencontre de l'encre et du papier, du noir et du blanc, de la lumière et de l'ombre, une texture. On pourrait regretter le fait que Fouquet n'a pas trouvé à le croire, vous vous rappelez la fin de la citation, n'a pas trouvé l'espace nécessaire, dit-il, pour illustrer ses propos comme il aurait voulu, par la prise sous loupe et par la mise en page d'un autre signe, la lettre O. Il aurait pu montrer, à le croire, la similitude entre un point et une lettre, en l'occurrence entre un point et un O. Le dessin m'appartient. Tant le point que le O sont considérés comme des signes que la vue microscopique est capable de transformer un presque rien à un corps à part entière. Mais on l'aura vite compris dans la petite parabole que Fouquet nous offre au début de son livre. Le choix d'exemple n'est pas du tout dû au hasard, car s'arrêter sur le point d'une part et sur le haut d'autre part sont des manières d'interroger l'infinitésimal une fois en le pointant, une seconde fois en le cernant. On aura également compris que l'exclusion de l'eau de l'espace de la représentation n'est qu'une figure de style, une belle ellipse compréhensible seulement dans le cadre d'une rhétorique raffinée du discours, car la meilleure représentation de l'eau est justement son absence. Une absence qui est en fin de compte seulement relative, car à la différence de ce que Fouquet dit, son livre ne lutte pas
le haut, mais l'exhibe dans le point et autour de lui, dans une figure unique et mixte qui est à la fois point et round circle, point et O. Bon, les accusations d'intellectualisme vis-à-vis de la filmographie d'Antonioni lui-même font partie des poncifs de la critique, fait pour lequel, arrivé à cet endroit, le moment est venu, il me semble, de s'arrêter un instant sur cette question afin de dissiper tout possible malentendu. Ce que je voudrais proposer ici, et plus loin encore, n'est pas du tout une incursion directe et concrète dans la culture de ce réalisateur, pour étendue et profonde qu'elle soit, mais plutôt une mise à nu de certaines de ses structures portantes. Ces structures fortes et flexibles, en même temps, sont lisibles en filigrane dans ces films et certains styles ont la capacité de le révéler. Il ne s'agira donc pas ici de savoir si Antonioni a lu ou pas la Micrographia de Hooke, je dirais plutôt pas, mais de comprendre la place qu'occupe cette œuvre dans le contexte de l'histoire, de la réflexion sur le regard, et d'interroger la façon dont cette œuvre se rapporte aux entreprises majeures de ce discours. Ainsi, il suffit de nous arrêter encore un moment sur le style qui montre Thomas confronté à l'impression photographique de l'arme présumée du crime, pour réaliser le fait que sa recherche s'inscrit dans le sillage d'une quête scopique visant le détail signifiant minimum. La loupe cerne et agrandit, le crayon vise et investit. L'action dans laquelle se voit engagé Thomas va au-delà de la simple contemplation d'une image et pointe vers ses replis les plus profonds. Considéré à travers un filtre albertien, ce style nous montre le personnage en confrontation avec un point de fuite, entre guillemets sans doute, qui est en même temps un point zéro de l'espace et point zéro de l'histoire. Considéré à travers le filtre des actions micrographiques, on réalise le fait que Thomas déconstruit progressivement le centre de sa quête jusqu'au moment où ce centre disparaît dans le grain de pellicule. Se rapporter dans ce contexte à la célèbre distinction de Roland Barthes entre studium et punctum peut s'avérer justifié non pas seulement dans le contexte de certaines affinités électives génériques, mais cette fois-ci au nom de l'admiration déclarée de l'auteur de La Chambre claire, donc de Roland Barthes, qui est de 1980, vis-à-vis du réalisateur de Blow Up, qui est un film de 1966. Admiration qui semble se manifester encore, même si silencieusement, dans cette page célèbre de La Chambre claire de Roland Barthes. Le studium ne veut pas dire, du moins, dit-il, tout de suite, l'étude, mais l'application à une chose, le goût, pour quelqu'un, une sorte d'investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. C'est par le studium que je m'intéresse à beaucoup de photographies, soit que je les reçoive comme des témoignages politiques, soit que je les goûte comme des bons tableaux historiques, car c'est culturellement cette connotation est présente dans le studium, que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions. Le second élément vient casser ou scander le studium, continue Roland Barthes. Cette fois-ci, ce n'est pas moi que je vais le chercher comme j'investis de ma conscience souveraine le champ du studium. C'est lui qui part de la scène comme une flèche qui vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu. Ce mot m'irait d'autant mieux qu'il renvoie aussi à l'idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ce point sensible. Précisément, ces marques, ces blessures sont des ponts. Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc le punctum. Car punctum, c'est aussi piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure et aussi coup de dé. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui en elle me pointe, mais aussi me meurtrit, me poigne. Dans cet espace très habitement lunaire, parfois, mais hélas très rarement, un détail m'attire,
je sens que sa seule présence change ma lecture et que c'est une nouvelle photo que je regarde, marquée à mes yeux d'une valeur supérieure. Ce détail est le punctum, ce qui me pointe. Fin de la citation. Je ne crois pas trop me tromper si je vois dans ce texte barthien une réminiscence inconsciente, comme toute réminiscence d'ailleurs, des suggestions qui viennent de l'auteur, qui vient à l'auteur de La Chambre claire, issu de Blow-up. Le texte de Barthes, l'un des plus autobiographiques qu'il n'ait jamais écrit, est né, faut-il le répéter encore, à la suite d'une grande perte, la perte de la mère. Le punctum de Barthes cherche et recherche dans l'image photographique, donc le punctum que Barthes cherche et recherche dans l'image photographique est d'une façon assez évidente le corps de la mère, un vanishing point, évidemment. Différent, mais seulement relativement, est le détail d'attirance majeure, le vrai punctum qui turlupine le photographe Thomas. Ce point est le corpus delicti. Ce point corps est de l'ordre du fantasmatique. À peine entrevu, il disparaît. Qu'as-tu vu dans le jardin? What did you see in the park? Demande à Thomas l'ami et collaborateur Ron. Rien, nothing, répond celui-ci. Y avait-il quelqu'un dans le jardin? Aurait pu aussi bien pu demander Ron. Personne, nobody, aurait pu être en ce cas la réponse. Dans Blow-up, le dialogue de la photographie avec la peinture abstraite contemporaine surtout, est incarné d'une façon très déclarée par le rapport du photographe Thomas à son ami, le peintre Bill, interprété par John Castle. L'un, et le style que je choisis le fait voir assez bien, l'un est le miroir de l'autre. Et la peinture est pour le second ce que la photographie est pour le premier, un exercice de reconstruction du réel. Mes tableaux, dit à un certain moment Bill, ne signifient rien. C'est du gâchis. Puis je trouve quelque chose à quoi m'accrocher, comme cette jambe-là. Et puis tout se fait tout seul. C'est comme trouver la clé d'un polar. Il y a maintenant la seule séquence que j'essaie de vous montrer, où tout se joue, donc ce rapport peinture-photographie. I must be 5 or 6 years old. They don't mean anything when I do them. Just a mess. Afterwards, I find something to hang on to. Like that. Like that leg. And it sorts itself out. And adds up. It's like finding a clue in a detective story. Don't ask me about this one, I don't know yet. Can I buy it? No. Will you give it to me? Alors les attitudes, vous l'avez vu, de Bill et de Thomas devant l'image picturale ou photographique sont complémentaires. Et ce sera le personnage de Patricia Sarah Miles qui vient d'entrer dans l'écran, lié sentimentalement aux deux artistes, qui, en regardant la photo témoignage d'un délit incertain, prononcera la phrase emblématique « On dirait un tableau de Bill ». Essayons de nuancer ce rapport de similitude. Il y a dans ce film des allusions assez transparentes, vous l'avez peut-être déjà remarqué, à l'Action Painting de Jackson Pollock. Et
qu'on devra néanmoins bien cerner en dépit de leur direction d'exhibition et de leur commune acceptation. Les séquences montrant Thomas accroupi, observant un des tableaux tendus à même le sol de l'ami Bill, reprennent sans doute des vues fétiches montrant Pollock au travail. La grande différence consiste cependant dans le changement d'accent proposé par les séquences en question. Elles ne thématisent pas l'acte de création et ne témoignent donc pas du scénario poétique de l'action painting, mais thématisent la contemplation, ou pour être encore plus précis, l'acte d'interprétation sollicité par l'œuvre abstraite. Si le travail d'Antonioni rencontre celui de Pollock, cela se passe au niveau des défis lancés par l'interprétation des nouvelles images. Pollock provoquait ouvertement le spectateur à un exercice herméneutique qui se confrontait avec l'exercice contemplatif. Il le faisait par les différents moyens, donc un des plus significatifs est celui proposé par les enjeux culturels des titres, conçus en rapport ludique avec la stratification des signes picturaux couvrant une toile. Un exemple classique, celui que je montre, c'est la grande toile qui, sous le titre de Full Fathom 5, se trouve exposée aujourd'hui au Museum of Modern Art de New York. C'est un des grands drip paintings qui, dans la succession et superposition de matières et de matériaux, propose une image qui s'exhibe et se soustrait en même temps. Le titre, quant à lui, reprend des célèbres vers du chant d'Ariel de la tempête de Shakespeare, que je voudrais citer brièvement dans la traduction de Yves Bonfoy. Donc c'est Ariel, la tempête. Les vers d'où le titre de Pollock surgit. Par 5 brasses de fond repose ton père, ses eaux ce sont le corail, ce que furent ses yeux les perles, rien en lui de périssable, que des mers ne changent le sable, et du riche et de l'étrange, et la nymphe de l'onde amère sonne son glace l'heure d'heure en heure. Soulève ce rideau à franges, tes paupières, et dis-moi ce que tu vois là devant toi. Oh, qu'est-ce que c'est là? Un esprit, mon père, voyez comme il regarde de tous côtés, sire, comme il est beau, mais c'est un esprit. L'aura projeté par le titre shakespearien autour du tableau de Pollock conduit, voire contraint le spectateur à s'interroger sur la synergie créée entre les profondeurs matérielles, les couches de couleurs et de matière picturale, et les profondeurs sémiologiques, la superposition des signes. Il s'agit d'une herméneutique, je dirais archéologique, qui fouille les strates à la recherche du corail os et des perles yeux. Mais il s'agit, faut-il le spécifier encore, d'une recherche métaphorique sans doute, conduisant au détail, métaphorique lui aussi, au fond de l'océan toile, ne gît pas le cadavre du père, mais moins et plus que cela, son fantasme, Shakespeare le dit d'ailleurs, un esprit, un spirit. Chez Antonioni, la problématique ouverte par le jeu entre le titre et l'image est apparemment absente. En effet, ni les tableaux de Bill, ni les photos, ni les tableaux de Bill, ni les photos de Thomas ont un intitulé. Le seul titre qui fait sens est celui du film même, Blow Up. Blow Up devient par là un titre cadre, ouvert et plurisémantique pour toutes les expériences formelles mises en œuvre dans ce film. La peinture de Bill, la photographie de Thomas, le cinéma, celui de Michelangelo Antonioni lui-même. Ce qui explose Blows Up dans Blow Up est la représentation elle-même. Citation d'un des interviews d'Antonioni, j'interroge, dit-il, véritablement la nature de la réalité. C'est un point essentiel dont il faut se souvenir au sujet des aspects visuels du film, étant donné que l'un de ses principaux thèmes est voir ou ne pas voir. Ou encore, une autre citation, dans un autre entretien, nous savons qu'au-dessous de l'image révélée, il y a une autre bien plus fidèle à la réalité,
et qu'au-dessous de celle-ci, il y en a encore une autre, et à nouveau une autre sous cette nouvelle, jusqu'à la véritable image de l'absolue mystérieuse réalité que personne ne verra jamais. Et, en tout cas, peut-être pas jusqu'à la décomposition de chaque image, de chaque réalité. Par conséquent, le cinéma abstrait aurait sa raison propre d'exister. Fin de la citation. Cinéma abstrait, alors on est sans doute en plein paradoxe, mais un paradoxe qui rencontre les anciens paragones entre les arts. La rencontre d'Antonioni avec la poétique de Pollock n'épuise certes pas la richesse de la réflexion sur la crise de la représentation. La peinture de Bill, ainsi que la photographie de Thomas, renferment beaucoup d'autres suggestions, dont l'une recouvre une valeur spéciale. Il s'agit de la peinture de Mark Tobey, que je voudrais brièvement, à la fin de mon exposé, citer, analyser. Il ne s'agit pas... Voilà Mark Tobey. Il ne s'agit pas d'entrer ici, encore une fois, dans les détails concernant l'antériorité ou la prééminence de l'abstraction de Tobey sur celle de Pollock, ou bien de l'influence directe de ces deux peintres sur Antonioni, mais ce qui importe le plus, c'est le fait que le problème sémantique soulevé par Blow-up est en ligne de mire le rapport inversement proportionnel entre saturation des signes et perte de signification. C'est à ce point que son cinéma s'approche le plus de la méditation de Tobey et que de l'action painting de Pollock. Les toiles de Bill, elles, reprennent des suggestions venant du white painting de Tobey et de sa technique all over. Cette dernière technique, inventée par Tobey, et qui, à ce qu'il paraît, avait profondément inspiré le même Pollock, établissait un rapport nouveau entre signes et support des signes. La surface de la représentation niait les anciennes lois du cadrage, de la composition, en se laissant littéralement envahir par la profusion scénique. Pour nous, plus important que, disons, la dette de Bill, qui est sans doute un personnage fictif, envers Tobey, et la signification revêtue par cette dette dans le contexte du dialogue peinture, photographie, cinéma, tel que Blow-up le conçoit. Bill, Thomas et Antonioni créent tous, on pourrait dire, des all-over, les toiles mystères du peintre et les clichés puzzles du photographe sont idéalement interchangeables, et ce qui importe encore plus est le fait que ce jeu de rôle implique aussi, et d'une manière très profonde, la création cinématographique d'Antonioni lui-même. Ce jeu se révèle dans toute son amplitude en analyse filmique et le directeur lui-même lance des pistes de lecture assez sûres par la façon dont il insiste dans le déroulement du film, à l'endroit même où le dialogue des représentations est le plus brûlant, des plans cinématographiques absolument abstraits, des vrais all-over filmiques qui envahissent même pour un seul moment l'écran. Je vous en montre une que je suis très content d'avoir pu capturer avec les moyens techniques actuels. Donc il s'agit d'un style du film d'Antonioni devant de tels plans qui envahissent à certains moments l'écran. Sarah Miles aurait pu susurrer, mais à son tour, on dirait un tableau de Bill. Ou bien, ce qui est la même chose, on dirait une photographie de Thomas. À l'écran all-over d'Antonioni, cet écran all-over a une valeur d'insertion emblématique. Ce plan aurait pu manquer, mais sa présence, décelable seulement au regard analytique, contribue, en dépit de son caractère abstrait, ou peut-être à cause de son caractère abstrait, à la construction du sens. Devant les yeux du spectateur-interprète se déploie une surface de la même qualité sémantique que celle de la toile de Bill, de la toile de Bill déroulée à même le sol et que Thomas contemple accroupi. L'écran est une toile, nous dit Antonioni, et c'est au spectateur de la déchiffrer. La présence du détail à valeur emblématique n'est pas nouvelle. Antonioni fera recours plusieurs fois et sous différentes formes.
Quelques années plus tôt, Alfred Hitchcock, que j'ai eu déjà l'occasion de citer, l'avait abordé lui aussi, mais dans le sens de sa propre esthétique, en surenchérissant l'aspect de fenêtre albertienne de l'écran filmique. L'écran est une fenêtre, nous dit Hitchcock, et c'est au spectateur de la scruter. Tenant compte de cet aspect fondamental de la poétique hitchcockienne, on peut considérer les plans séquences montrant la fenêtre de l'assassin, que je montrais déjà, plongé dans l'obscurité et illuminé seulement par le bout d'une cigarette allumée, comme étant l'insection la plus riche de sens, se trouvant au centre même de Fenêtres sur cour. Au flottement du point de fuite chez Hitchcock fait pendant chez Antonioni l'explosion des signes-points. On aura de la peine à établir le degré de correspondance, le dialogue d'opposition directe entre Antonioni et Hitchcock. Antonioni a été à plusieurs reprises interrogé sur ces dettes à Hitchcock et les a toujours niées. Mais c'est une réaction typique pour tout artiste qui nie ses vraies sources ou enfin les escamote un peu. Mais on ne pourra pas douter du fait que chez ce dernier, donc chez Hitchcock, la quête cinématographique traverse d'une façon très personnelle la problématique de la représentation occidentale en interrogeant ses fondements à partir du point et jusqu'à son explosion. Une dernière section dans le film d'Antonioni, en blow-up, le révèle. Elle concerne un mystérieux tableau accroché au mur du studio de Thomas, et que celui-ci, dans une séquence très rapide, interroge par sens et regard. Il le fait dans une symétrie parfaite, de la même façon avec laquelle il avait questionné quelques minutes auparavant ses propres prises de vue. Ce serait possible, mais en fin de compte inutile, de chercher des modèles picturaux exacts de ce tableau. On pourrait le faire. Un grand trou clair dans un sombre cadre rectangulaire. Mais ce serait inutile, car plus que ça dette envers une certaine tradition de l'abstraction, ce qui importe ici est sa valeur d'emblème. Ce tableau est une béance, et le film qui le met en exergue, Blow Up, est une tentative de définir le regard moderne en tant qu'incursion dans le creux de la représentation. Son message est décourageant dans la mesure où il termine sur une pirouette finale d'autodestruction. Son message est néanmoins porteur d'espérance dans la mesure où la béance de la représentation est envisagée en tant qu'explosion d'un lieu limite. Seulement après ce trou-point, seulement après ce point-trou, un nouveau commencement redevient possible. Merci de votre attention.